Et retrouvez maintenant Culture en Liberté, l'émission culturelle de Radio Liberté, animée par Anne Brassier. Amis de Radio Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Olivier Renet pour son deuxième tome sur Gustave Flaubert. Premier tome, Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Et second tome, ce matin, Gustave Flaubert dans la ville de Rouen, La Sanction. Alors, chers auditeurs, en soi, les démêlés de Flaubert avec la franc-maçonnerie pourraient apparaître comme tout à fait affaire de spécialistes. Mais il se trouve, et je ne suis pas une spécialiste de Flaubert, je connais un peu la biographie de Flaubert, puisque j'ai d'abord lu les romans de Flaubert, pas toute l'œuvre d'ailleurs, mais une grande partie. Et j'ai surtout lu la grande biographie de Maurice Bardèche de Flaubert. Et ce que je trouve fabuleux avec cet écrivain, et comme avec tous les autres écrivains, c'est que les années passent, les siècles passent, et il y a une archéologie littéraire qui fait que des gens comme vous, Olivier Renet, vous découvrez des nouvelles choses sur Flaubert. Alors ça, j'avoue que c'est très émouvant, parce qu'en fait, quand on admire un écrivain ou quand on veut connaître un écrivain, toute pépite découverte, toute trace de cet écrivain nouvellement mise à jour est passionnante. Alors, première question, Olivier Renet, j'ai l'impression que vous vous identifiez un peu à Flaubert, dans la mesure où Flaubert s'est heurté à la franc-maçonnerie et que vous-même, vous vous êtes heurté à cette franc-maçonnerie rouennaise, la même, qui capte l'héritage de Flaubert, la muséographie de Flaubert, et qui ne veut tenir aucun compte de ce que vous apportez, ce qui est tout de même un peu agaçant quand on apporte des choses aussi exactes que vous les apportez, et des informations qui devraient enrichir le musée Flaubert. Oui, alors bonjour Madame Brassier et merci de soutenir mon travail depuis déjà plus d'un an. Hein, et c'est toujours réconfortant d'être soutenu quand on Oui. a effectivement quelques petits soucis par rapport à une reconnaissance potentielle. Alors oui, le souci par rapport à cette histoire de Flaubert, et si on le rapporte à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien c'est que ces réseaux secrets souvent ont comme objet d'accaparer. Hein, on est dans l'accaparement et en règle générale, les personnes qui sont bien placées. Cela dit, je vais vous dire, c'est pas uniquement sur Flaubert, hein, c'est dans tous les domaines et c'est pas uniquement les francs-maçons. Oui, voilà. Il y a des gens qui campent sur un sujet et qui estiment que rien d'autre que leur pensée sur le sujet n'est valable. Ça, voilà. C'est un comportement très humain et très universitaire. Très universitaire, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc parce qu'il peut y avoir effectivement un professeur d'université qui a passé sa vie à travailler sur Flaubert, et puis si jamais il s'aperçoit qu'il s'est trompé, eh bien va tout faire pour imposer sa réalité au détriment de ses élèves d'ailleurs, hein, et insister, empêcher, utiliser des réseaux, effectivement, là, à Rouen, c'est la franc-maçonnerie et le Grand Orient, pour que les choses ne se sachent pas. Donc, on vous empêche de passer la radio, vous empêche d'aller sur France 3 Normandie. Là, dimanche dernier, j'ai été menacé par un rigolo du Grand Orient de France qui m'a dit « De toute façon, tu ne passes jamais à Paris Normandie ». Tout ça en s'énervant. Oui, parce que ça lance des
des oukases, en Oui, plus, oui, ces oui. petites bêtes-là. Voilà. Et donc, tout ça est associé au prestige d'une personne qu'il faut préserver. Et donc, même si elle se trompe, eh bien, elle est protégée. Voilà. Donc, tout cela, évidemment, est dans tous les domaines, comme vous disiez. Et bien, c'est une des raisons, à mon avis, de bon nombre de problèmes, entre autres de problèmes économiques, hein, parce que ce n'est pas qu'à Rouen que ça se passe, en France, parce qu'il y a des petits chefs, des petites personnes qui imposent leur point de vue pour du prestige. Et puis des captations de subsides. Voilà, tout à fait. Après, bon, Quand même bien aller au nerf de la guerre, c'est-à-dire voilà, l'argent. Tout à fait. Alors, pour bien camper le décor, et pour pas que nos auditeurs croient que vous fantasmez, eh bien, vous citez la première phrase de Bouvard et Pécuchet. Nous sommes à Rouen. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Alors, dans un premier temps, on ne voit pas. Moi, je suis passé 50 fois sur cette phrase, elle ne m'a jamais frappée. Mais en effet, je ne savais pas qu'il y avait 33 degrés. Hein. Et deux, en réfléchissant, le jour où il fera 33 degrés dans les rues de Rouen, les poules auront des dents. Oui. Donc, dès le départ, Flaubert lance sa déclaration. Alors, avant d'en venir jusque-là, on va rappeler le milieu de Flaubert, la famille de Flaubert et l'état d'esprit de Flaubert. Donc, le père de Flaubert était un médecin, grand médecin, médecin-chef d'un hôpital, grand hôpital de Rouen, lui-même franc-maçon. Alors tout à fait, parce que Achille Cléophas Flaubert fait ses études de médecine à Paris. Il a deux médecins qui vont s'occuper de sa thèse, donc le docteur Pelletan et Dupuytren. Ce qui n'est pas rien. Voilà, c'était les plus grands médecins de cette époque. Hein. Oui. Et donc, à partir de leur statut et de leur particularité et de leur importance, ces gens-là ne pouvaient pas ne pas être francs-maçons. Et je pense qu'il y avait une initiation maçonnique associée à cette réussite. D'ailleurs, Flaubert en parle hein, quand il dit que ce sont des praticiens philosophes sortis du tablier de Bichat. Athée. Alors, athée, c'est pas évident parce que si on analyse à l'époque le rite auquel étaient affiliés ces personnages, on est sur le rite écossais philosophique. Ah oui. Et le rite écossais philosophique est associé à la pierre philosophale. Et quand on travaille sur la pierre philosophale, donc la pierre philosophale, c'est aussi la pharmacopée. On ne peut pas être athée. C'est pas possible. Puisque la pierre philosophale, c'est être relié au divin, hein, et donc accéder à un état divin. On ne peut pas être athée et s'intéresser à la pierre philosophale, c'est incohérent, c'est pas possible. Et il faut savoir que, en plus, ceux qui ont en quelque sorte diffusé ce rite écossais philosophique à travers la maçonnerie, eh bien, ce sont les Stuarts, entre autres Jacques II de Stuart, qui s'est entre autres converti au catholicisme. Ah oui, d'accord. Donc, ces mystères alchimiques de la médecine philosophale ont pour origine les grands mystères chrétiens. Entre autres, on retrouve ces mystères avec la légende dorée de... comment s'appelle-t-il ce saint la légende de Jacques de Voragine. De Jacques de Voragine, merci. Et où les recherches de Bernard de Verdun, entre autres à travers son œuvre Tractacus Supertotatem Astrologiam, qui sont fondamentalement associés à cette recherche de la pierre philosophale. Alors, pour Flaubert, de toutes les façons, la recherche du sens du monde est une recherche qu'il voudra poursuivre toute sa vie. Pour une bonne et simple raison que c'est un homme complètement désespéré. Il naît dans l'hôpital
de son père, Oui. et il est confronté à des situations effrayantes. Les malades, les mourants, les inguérissables et les fous. Tout à fait. Et on a l'impression que pour un homme sensible comme est Flaubert, c'est trop. Là, il y a une chose très curieuse. Alors, je ne m'avancerai pas parce que j'en ai pas encore la preuve et la certitude. Il y a un portrait de Gustave Flaubert jeune. Donc il doit avoir entre 10 et 15 ans sur ce portrait, oui, plutôt 10 ans, je peux pas savoir. Et sur ce portrait, je suis convaincu qu'il est habillé en Lawton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Lawton ? Eh bien, un leuton, c'est un jeune homme qui est initié, effectivement, très tôt. Donc, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Et donc, qui, parce qu'il est initié, a accès à, on va dire, une connaissance médicale qui peut être traumatisante pour quelqu'un. Oui, mais lui, il n'a même pas besoin d'être initié. Je veux dire, Oui, il a ça devant les yeux. Hein. Alors, en plus, il a effectivement, à côté de sa chambre, et même peut-être aussi dans le jardin, il voit des cadavres gisants, pourrissants. C'est c'est très violent. C'est très, très violent. Oui. Et sa figure votive, l'homme auquel il pense le plus, c'est Saint Polycarpe, qui a été brûlé vif par les Romains en 100 après Jésus-Christ, et qui disait « Mon Dieu, dans quel temps m'avez-vous fait vivre ?» Oui. Et de cette phrase, Flaubert va découler, de toutes les façons, l'enfer, c'est la vie sur Terre. Voilà. Alors là, effectivement... L'enfer, c'est le monde. Alors là, on peut s'intéresser à la tentation de Saint-Antoine. Et aussi à un texte qu'il a écrit quand il était jeune. Donc on est sur une œuvre de jeunesse qui s'appelle « La danse des morts ». Ou Voyage en enfer. Alors, tout ça est associé à la tentation de Saint-Antoine. Qu'est-ce que fait Saint-Antoine d'Égypte dans le désert, dans sa grotte, hein ? Eh bien, Saint-Antoine est un ermite qui se retire dans le désert. Voilà. Eh bien, il va affronter le diable. Oui. Ce qui signifie que pour ces gens-là, le diable est à apprivoiser et donc en chacun d'entre nous. Et à partir de cette réalité que Flaubert a connue très tôt, puisqu'on lui a enseigné, d'ailleurs il y a une gravure dans le livre, le tome 2, La Sanction, qui le montre. Oui. Si le seul moyen de sortir de cet enfer, c'est d'apprivoiser le diable. C'est ce qu'a fait Saint-Antoine. Il a lui-même écrit un dialogue avec Satan. Tout à fait. Donc pour Flaubert, très jeune, à 18 très jeune. ans. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce qu'en même temps, c'est aussi l'époque où il voit cette gravure, parce que cette gravure, il fait partie de l'enseignement qu'il a reçu. Et oui, pour Flaubert, et pour la maçonnerie de cette époque, le diable est le prince de ce monde, hein, tout à fait. Alors, c'est une tranquille désespérance, j'ai envie de dire, une violence absolument inouïe. Donc il écrit, il est plein d'anathèmes contre la civilisation. Bonne grosse fille qui marche tête baissée à travers le sang et les cadavres, bonne patte de garce qui a inventé les chemins de fer, les prisons, les clisopompes, les tartes à la crème, la royauté, la guillotine. Contre l'histoire, cadavre qu'on étend sur la table d'un amphithéâtre avec les boyaux sur le nez, une jambe écorchée et une moitié de cigare sur son pied. Contre le bourgeois, bien entendu, partagé, ouvrez les guillemets, partagé entre deux vastes pensées qui remplissent la vie d'un homme, faire sa fortune et vivre pour soi. C'est-à-dire rétrécir son cœur entre sa boutique et sa digestion. C'est quand même redoutable comme phrase. Tout à fait. Oui. C'est quand même redoutable. Alors, cette désespérance tranquille, en plus de ça, les femmes ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux. Il est
d'abord trop préoccupé par son œuvre pour consacrer quoi que ce soit de temps à une femme. Donc il les utilisera à des fins hygiéniques, si j'ai envie de dire. Mais la seule qui a tenu le coup longtemps, Louise Collet, il l'enverra sur les roses. Donc une tranquille désespérance. Et d'où une recherche, et c'est là encore où vous rejoignez Flaubert, une recherche et une découverte de l'Égypte ancienne. Oui. Maxime Ducamp a emmené Flaubert en Égypte. Oui. Il faut rappeler que le grand-oncle de Maxime Ducamp est Champollion. Champollion, le jeune, oui. Le jeune, donc... alors, pouvez-nous... Et vous aussi, vous êtes attiré par l'Égypte et les hiéroglyphes. Alors, racontez-nous, Olivier Renet. Le voyage en Orient était à cette époque, et cela est une des conséquences de la campagne d'Égypte de Bonaparte, pour ces gens de fortunés, est un trait de snobisme. Ils ne pouvaient pas ne pas faire ce voyage en Orient, ça faisait partie de ce que devait faire un gentilhomme de leur catégorie, de leur caste et de leur fortune. En plus, évidemment, le voyage en Orient, c'est aussi un voyage initiatique. Alors, on présente souvent le voyage en Égypte de Gustave Flaubert comme un sextour, mais en fait, absolument pas. Oui, forcément, ça l'était parce que ça faisait partie des pratiques de l'époque. Mais dans le fond, il y avait une arrière-pensée qui n'est pas apparente dans la démarche de Flaubert, qui était une pensée de recherche initiatique. Et donc, Flaubert va aller en Égypte avec des lettres de recommandation. C'est-à-dire que Flaubert et Ducamp arrivent à Marseille et ils rencontrent Clobet qui va leur donner des lettres de recommandation. Alors, Clobet, qui est Clobet ? Eh bien, c'était un proche de Mehmet Ali, parce que Clobet est à Marseille parce que Mehmet Ali est décédé. Et qui était Clobet par rapport à Mehmet Ali, donc l'ancien vice-roi d'Égypte? C'était le représentant de la mère loge écossaise de Marseille auprès du souverain d'Égypte. Et c'est lui qui va donner les lettres de recommandation à Flaubert et à Ducamp. Et ils vont être accueillis à Alexandrie par qui ? Par Soliman Pacha, un ancien de l'armée de Bonaparte, chef des armées de Mehmet Ali, franc-maçon, associé aussi à la mère loge écossaise ancien de chef Marseille. Des armées de Bonaparte, donc c'est un Européen ? Alors, c'est un Français. Et alors, il était simple soldat dans les troupes de Bonaparte, mais il devient en Égypte chef des armées de Mehmet Ali. Voilà. Le destin a des voies extraordinaires. Voilà. Et il était aussi franc-maçon. C'est-à-dire que Flaubert et Ducamp, en allant en Égypte, ne pouvaient pas ne pas être francs-maçons, sinon ils n'auraient pas été recommandés en tant que tels. Bien sûr. Par des personnages dont l'importance en Égypte était capitale. Et alors après, on va voir aussi que toutes les personnes qu'ils vont rencontrer en Égypte sont associées à la maçonnerie égyptienne, tous. Et donc, forcément, les travaux qu'ils vont faire en Égypte sont associés à la franc-maçonnerie française. Et c'est une des preuves que Flaubert et Ducamp étaient tous les deux fondamentalement francs-maçons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a chez ces gens, chez ces écrivains, comme chez Baudelaire d'ailleurs, la recherche d'une explication du monde. Comment est-ce que expliquez-vous cette phrase ? Je suis l'homme plume, justice et vérité, ordre et équité. Voilà, alors ça c'est très intéressant, cette phrase qu'il va envoyer à Louise Collet dans une correspondance juste après la campagne d'Égypte. Oui. Pas la campagne d'Égypte, mais son voyage en Orient. Hein, oui, je confonds avec Bonaparte, je commence à faire des confusions. Eh bien, cette phrase est associée à Maat. Alors, Maat, c'est une divinité égyptienne qui va... qui juge, non ? Qui juge les alors âmes. Oui, c'est Maat, c'est la plume, donc le poids de l'âme, et effectivement associé à l'esprit de l'Égypte. Et quand il parle
du fait d'être un homme plume, je pense qu'il se définit comme un médecin de l'âme ou des âmes. Et c'est une manière de dire je fais de l'écriture, mais je vais aussi soigner les âmes. Donc on pourrait imaginer qu'il se situe effectivement sur un secteur spirituel à travers son travail d'écrivain. Il y a une sorte d'altruisme. C'est-à-dire d'altruisme, il pourrait se contenter d'écrire son œuvre. Non, il veut aider les autres, il Alors, veut éclairer. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une arrière-pensée politique ou spirituelle dans la démarche de Flaubert. Généreuse. Généreuse. Je n'en suis pas certain, mais c'est pas évident. Non, il est complètement opposé à tout à chacun. Voilà. Il passe sa vie en anathème. C'est effrayant. Le monde est mauvais, l'amour est un mensonge, oui. Et le ciel est vide. La femme est un animal vulgaire dont l'homme s'est fait un trop bel idéal. Les hommes sont bêtes, la bêtise. Oui, voilà. Je pense qu'il a un certain mépris pour le genre humain. Donc je ne suis pas sûr que son œuvre soit quelque chose de très gentil. Là, il faudrait pouvoir le prouver. Non, je veux dire, quand je dis altruiste, ça veut dire une volonté d'avertir, en fait. C'est pas forcément par amour, c'est par une façon de dire attention, frères humains, attention. Alors, il y a certainement frères humains qui vivaient après nous. Il y a certainement dans la démarche de Flaubert un cryptage de l'œuvre. De toute façon, c'est ce qu'ils faisaient tous. On a Victor Hugo, on a Baudelaire, tous. Ils pratiquaient un cryptage de l'œuvre. Le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est l'archétype même de l'œuvre cryptée. Oui. Esmeralda, l'émeraude, la démarche, le lien entre l'alchimie bien précise et l'histoire apparente. On a aussi les trois filles du père Goriot. Tout ça, ce sont des associés à la notion du pélican qui se sacrifie. Tout ça, il y a toute une arrière. Il y a un cryptage dans l'œuvre. Et pourquoi est-ce que c'est crypté? Parce qu'il ne faut pas dire le. Alors, ce sont des choses qui sont secrètes et les révéler, c'est peut-être aussi risquer des représailles. C'est peut-être aussi ce qui est arrivé à Gérard de Nerval, qui parlait beaucoup et qui a fini pendu dans la rue. Certaines personnes pensent qu'il ne s'est pas suicidé. Certaines personnes pensent que Nerval a été un peu aidé quant à son suicide. Voilà. Donc, c'était quand même dangereux de s'aventurer sur des révélations trop flagrantes. Et c'est pour ça que la plupart de ces écrivains qui étaient maçons écossais cryptaient leurs œuvres. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une œuvre cryptée de Flaubert, c'est sûr. Oui. Ça, c'est très, très intéressant. Et puis, il y a cette idée que il faut aller chercher dans les civilisations anciennes une signification du monde, comme l'écrit Paul Valéry, inspiré par Flaubert, la connaissance de l'âge d'or dont les hommes sont capables n'est pas de l'ordre du concept, mais de l'ordre du hiéroglyphe, où raison, foi et imagination saisissent le réel d'un même geste poétique. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se poser la question, par exemple, du code éventuel employé par Flaubert quant à l'écriture de Saint-Julien-l'Hospitalier. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans sa correspondance par rapport à ça? Eh bien, il dit, voilà, il y a le vitrail de Saint-Julien-l'Hospitalier pour comprendre ce que je vais écrire par rapport à cette nouvelle, eh bien, il faut savoir ce que l'Anglois Huguenin du Pont de l'Arche a dit et en faire un rapport par rapport aux couleurs. Ça signifie que, eh bien, il y a un métalangage dans ces démarches d'écriture, associé effectivement à éventuellement à ce que peut représenter un hiéroglyphe, c'est-à-dire une méta-signification de l'écrit, qui n'est pas forcément évidente au premier degré, mais qui va peut-être... Qui n'est pas accessible à tout le monde, non. Mais peut-être qui va toucher l'inconscient sans que le lecteur s'en aperçoive.
Et c'est une sorte de magie d'écriture. C'est bien possible que nous ayons affaire à ce type d'écrit avec Flaubert. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que votre documentation est très intéressante et il y a, vous montrez que sur son rasoir, il y a les insignes de la franc-maçonnerie. Tout à fait, avec effectivement le duc de Kent, vainqueur de Bonaparte à Waterloo. Et ça, c'est très intéressant parce que le duc, c'est pas le duc c'est le duc de Wellington, je me suis trompé, oui. C'est le duc de Wellington. Parce que le duc de Kent, c'est l'actuel responsable de la maçonnerie anglaise. Donc c'est pour ça que j'ai fait une confusion. Le duc de Wellington va battre Napoléon à Waterloo et on va en quelque sorte, non pas par l'intermédiaire de sa victoire, inféoder la France, mais en quelque sorte redonner à la France pour les équilibres politique de l'époque. Il va fondamentalement laisser à la France sa souveraineté. C'était pour cela aussi qu'on va avoir l'avènement de Louis XVIII. Mais en revanche, il va prendre le contrôle de la franc-maçonnerie française. Donc tout cela est sur le rasoir de Gustave Flaubert qui devait connaître toutes ces histoires par cœur. On apprend vraiment, on rentre dans un monde complètement inconnu qui est stupéfiant. On le voit aussi, alors ça c'est particulièrement amusant, se moquer du suffrage universel, glorification de la bêtise universelle, c'est quand même de toute façon on le voit là humaine. En ce moment c'est quand même délicieux. On est en plein dedans. Puis alors ses propos sur la noblesse française. La noblesse française qui s'est perdue pour avoir eu pendant 2 siècles les sentiments d'une valetaille. La fin de la bourgeoisie commence parce qu'elle a ceux de la populace. Je ne vois pas qu'elle lise d'autres journaux, qu'elle se régale d'une musique différente, qu'elle ait des plaisirs plus relevés. Chez l'une comme chez l'autre, c'est le même amour de l'argent, le même esprit du fait accompli, le même besoin d'idoles pour les détruire, la même haine de toute supériorité, le même esprit de dénigrement, la même crasse ignorance. C'est très intéressant parce qu'on y est bien là. C'est le même esprit égalitaire, la même ignorance, le même esprit de dénigrement de tout ce qui est grand et beau. On est en plein dedans. L'abêtissement généralisé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que cette violence de Flaubert se soit déchaînée et pourquoi est-ce que, en quelque sorte, la ville de Rouen s'est retournée contre lui? Alors, il y a plusieurs étapes. Oui, et puis en plus, Flaubert est assez paradoxal. C'est pas évident de savoir exactement qui est Flaubert. Déjà, il va un peu critiquer la démarche politique. Oui. Il va prendre un candidat, il va écrire un livre qui s'appelle Le Candidat, dans lequel il se moque. Il y a Michelet. Flaubert critique un peu la démarche de Michelet qui reconstruit l'histoire en la fabriquant, mais en même temps, selon ses yeux. En même temps, il a une grande admiration pour Renan, qui fait pareil. Oui. Donc c'est pas évident de suivre Flaubert. Pourquoi a-t-il de l'admiration pour Renan et pas pour Michelet, puisqu'ils sont tous les deux en train de truquer l'histoire. C'est ça qui est curieux, c'est chez Flaubert. En même temps, il est contre la commune, comme étaient la plupart des bourgeois de l'époque, mais il déteste Thiers. Vous voyez, donc c'est pas évident de savoir très exactement qui est Flaubert. Enfin bon. Alors parlez-nous de Croisset et de l'affaire de la Luciline. Ah oui, alors là, cette histoire à Rouen de la lettre au conseil municipal de la ville après la mort de Bouillet. Alors Bouillet, il faut planter le décor. Ouais. Bouillet est un homme extrêmement instruit, raffiné, écrivain, journaliste, et qui a un énorme pouvoir sur Flaubert parce qu'il corrige tous les textes de
Flaubert. Il est plus vieux que Flaubert. Oui. Et en quelque sorte, Flaubert est son disciple. Tout à fait, on peut dire ça, oui, tout à fait. Et donc, cet homme meurt. Et pour Flaubert, c'est une tristesse immense. Parce qu'en fait, il y a une seule chose qui compte dans la vie de Flaubert, c'est les amis. Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, pour Bouillet, une certaine notoriété parisienne, même si Bouillet vivra pauvrement, hein, souvent ruiné, aidé entre autres par Alfred Guérard, donc qui était le patron de la Luciline, donc la première raffinerie de pétrole de France. Ouais. Alfred Guérard va souvent prêter de l'argent sans attendre d'être remboursé à Louis Bouillet. Louis Bouillet meurt et Flaubert veut l'honorer. Créer une association des amis de Louis Bouillet, réunit l'argent pour construire un monument à Rouen en l'honneur de Louis Bouillet, avec une statue de Louis Bouillet, et que lui répond le conseil municipal. Alors on est à l'époque avec le maire de Rouen qui s'appelle Étienne Nétien. Étienne Nétien d'ailleurs a inspiré Flaubert dans l'écriture du candidat suite à cette affaire. Et on a deux conseillers municipaux, nommés Decorde et Baudry, qui vont s'opposer certainement par jalousie à l'édification de cette statue à Rouen, en signifiant que il serait déplacé de mettre Louis Bouillet à Rouen à côté de Racine et Corneille. Évidemment, tout ça est un prétexte pour par une démarche de jalousie de la part de Baudry et de Decorde, et aussi le côté Néron d'Étienne Nétien qui dit « Moi, je m'enlève les mains, réglez vos affaires entre vous. » Voilà. Côté Pilate. Pilate, voilà. Tout à fait, Ponce Pilate. Néron ne se lavait pas les mains. Oui, non, il ne se lavait pas les mains. Ouais, j'ai une petite confusion de ma part. Il allait au feu, si je puis dire. Tout à fait. Et donc, Flaubert, lui, ne va pas se laisser faire et donc va écrire une lettre ouverte au conseil municipal de la ville de Rouen. Alors, cette lettre ouverte va être relayée par les journaux parisiens, par les journaux rouennais, sauf le journal de Rouen qui appartenait à Baudry. Donc, c'est le seul journal qui a censuré la lettre. Alors, il faut dire qu'il disait « Je veux cingler jusqu'au sang les fesses du conseil municipal ». Voilà. Sauf que... C'est ce que j'aime dans Flaubert, c'est ça. Sauf sa verdeur. Tout à fait. Alors, il les a bien fessés. Il compense tout ce qu'on ne peut pas faire et qu'on a envie de faire. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il va s'attaquer avec Decorde à un franc-maçon du Grand Orient de France qui a un grade très particulier, qui est le Grand Inquisiteur. Alors, en tant que grand inquisiteur, le Decorde pouvait sanctionner Flaubert par rapport à, entre autres, c'est ce qui s'est passé, par rapport à la ruine de Flaubert. Donc, ça a été une des sanctions que Decorde va mettre en place contre Flaubert. Et pour cela, il va s'associer avec un autre franc-maçon qui était actionnaire minoritaire de la société de Comenville, par qui il va avoir donc les informations, donc les difficultés, les faiblesses de l'entreprise, et avec Baudry vont s'organiser pour faire chuter l'entreprise, sachant que Flaubert était actionnaire majoritaire de cette entreprise. C'est l'entreprise de sa nièce qu'il considérait comme sa fille, et qui va se retrouver ruiné, et lui avec. Tout à fait, puisque Flaubert aura investi dans cette entreprise 150 000 francs. Il était l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. On peut dire que c'était lui l'entreprise, mais ce n'était pas lui qui dirigeait. Décrivez-nous alors cette entreprise. Eh bien, c'est une industrie du bois. À l'époque, c'était très juteux l'industrie du bois. On importait du bois, et ça servait après pour les meubles, pour énormément de choses. C'est une affaire qui rapportait beaucoup d'argent. Et ça a été pour donc cette franc-maçonnerie rouennaise qui détestait Flaubert, qui les a aussi un peu humiliés avec cette lettre, un moyen de le mettre à mal. Et en plus, non seulement ils l'ont ruiné, donc on est en 79, mais en plus on va se retrouver avec
une tentative d'empêchement de Flaubert d'avoir 4 sous. C'est-à-dire que Baudry, qui n'avait pas besoin d'argent, c'était un rentier, va postuler pour le même poste. Pour le même poste à la bibliothèque Mazarine à Paris, pour l'empêcher d'avoir ses 3 sous, pour subsister. Vous voyez jusqu'où va la bêtise de ces gens-là. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tout à fait. La captation des subsides. Alors, il y a une autre affaire que je découvre de façon très intéressante, parce que le problème est toujours actuel. C'est la censure de Maupassant. Extraordinaire. De son roman Une vie. Roman petit conte, petite nouvelle absolument sinistre, qu'il ne faut lire que quand on va très bien. Oui. C'est la désespérance normande dans toute sa splendeur. Et alors, ce livre est censuré dans toutes les gares. Voilà, interdit par... Parce que c'est le monopole d'Hachette. C'est Hachette, alors, racontez-nous pourquoi, alors, Olivier Renet. Il y a des choses très étranges dans cette histoire de la censure du roman de Maupassant, Une vie. La première chose, c'est le nom du héros de ce roman. Il s'appelle Delamarre. Ah oui. Il s'appelle Delamarre. Il faut savoir que Delamarre, entre autres, était d'abord la famille, un grand personnage de la franc-maçonnerie rouennaise. Il faut savoir que les Delamarre et les Flaubert se connaissaient très bien. Et il y a une histoire assez étonnante qui date de 1883 ou 83, je crois. Où on a un homonyme qui s'appelle Eugène Delamarre, d'ailleurs comme le médecin de Rie, qui est un des grands patrons de la franc-maçonnerie rouennaise, qui va aller en Égypte pour régler un différend commercial, qui va mourir en Égypte et qui va être momifié. Et avant d'être rapatrié, il sera inhumé. Enfin, il y aura une cérémonie où les francs-maçons rouennais vont venir à Alexandrie pour participer à son inhumation. Et ensuite, ils vont rapatrier cette momie à Rouen. Donc, c'était une famille très importante au niveau de la maçonnerie rouennaise. Et on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre une intention de la part de Maupassant de montrer à quel point cette maçonnerie était sordide, sachant que à l'année d'avant la sortie d'Une vie, il va écrire Mon oncle Sosthène, où il va ridiculiser la franc-maçonnerie à travers cette nouvelle. Et donc, quelque part, en choisissant Delamarre comme héros, est-ce qu'il n'y avait pas derrière cela une manière de montrer le côté sordide de cette époque et de ce réseau, de manière il faut quand même savoir que c'était un monopole absolument léonin. Tout à fait. Il y a le baron de Janzé qui, donc, favorable à Flaubert, va interpeller le ministre des Travaux publics en 1883 et il va dénoncer les procédures arbitraires de la librairie Hachette. Oui. Et voilà. Alors, il y a le baron de Janzé qui va défendre Maupassant. Voilà. Oui. Parce que il faut savoir que Hachette et Jules Ferry, c'est kiff bourricot. C'est tout à fait. C'est le monopole de la diffusion des livres scolaires. Il faut savoir que la franc-maçonnerie avait quand même décidé de changer les choses. Et à partir de là, eh bien, ils se sont attaqués la jeunesse, à travers... Attaquer la jeunesse, et comme chacun sait, attaquer la jeunesse... En truquant l'histoire... attaquer la jeunesse, enrégimenter la jeunesse, c'est tout de même le propre de tous les groupes totalitaires. Voilà, c'est ça. C'est le b.a.-ba de la propagande, c'est prendre les enfants à leurs racines. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jules Ferry et Hachette. Donc aussi, on a Renan, on a... Michelet, etc. Ils étaient nombreux à travailler sur cette manipulation de la jeunesse, ce qui a donné, au bout du compte, pas mal de désastres. On a vu la Première Guerre mondiale. Et ce monopole de la distribution demeure, puisque il y a des livres qui ne sont pas distribués, parce que... Tout à fait. Et il y a aussi une loge au Grand Orient, la loge Montmorency-Luxembourg. Je pense que vos livres ne sont pas dans les relais Hachette. Ils ne sont pas distribués par Lagardère, effectivement, qui a aujourd'hui le monopole. Le baron réclame des mesures
que compte prendre le ministère des Travaux publics pour assurer dans les gares de chemin de fer et dans leurs dépendances la liberté de vente des livres et des journaux. Et il réclame l'exercice du droit. Il s'étonne de l'exercice du droit discrétionnaire laissé aux libraires qui monopolisent sur nos voies ferrées la vente des livres et des journaux. Il résulte, ainsi que le disent les pétitionnaires, que lorsque les voyageurs ont pris un billet de chemin de fer, c'est comme s'ils avaient pris un billet de confession, leur interdisant la lecture de tel livre, de tel journal. Ainsi, de Bayonne à Dunkerque ou de Brest à Marseille, un étranger qui traverse la France ne peut plus lire que les journaux ou les livres qui ont reçu l'autorisation de vente de la maison Hachette. Voilà. Et le drôle, c'est que 2 siècles après... Voilà, aujourd'hui, on a encore, par rapport aux livres scolaires, Oui. aux lois qui ont été passées par le gouvernement socialiste, il faut savoir que Hollande se revendique du Grand Orient de France, ce n'est pas moi qui le dis, eh bien, on a encore aujourd'hui ces mêmes techniques qui sont employées pour manipuler les gens, que ce soit au niveau du vote, au niveau des idées, au niveau des pensées. Puis alors, ce qui est drôle, c'est que le baron de Janzé ironise. Une fois que le roman a eu un grand succès, à ce moment-là, les librairies Hachette ouvrent grandement leurs bras. Voilà. Et voilà ce qu'écrit le baron de Janzé, qui a décidément beaucoup d'humour. N'admirez pas trop l'extrême délicatesse morale de la maison Hachette. Examinez de plus près, vous verrez que ces mêmes volumes qu'elle proscrit, elle les accepte le jour où ils se vendent à un nombre suffisant. La maison Hachette proscrit une vie de M. Maupassant, mais que ce livre devienne un grand succès, aussitôt, elle l'étale dans ses bibliothèques. Ah, la pudeur de la maison Hachette. Elle hésite, chancelle devant un gros bénéfice, et finalement ouvre ses bibliothèques à 2 battants, comme une vertu légère ouvre ses bras. C'est joli comme Oui, image. c'est pas mal. Et ça, c'était le discours du baron de Janzé à l'Assemblée nationale qui se moquait du gouvernement de Jules Ferry avec cette petite phrase, ce petit texte. Et puis, on voit comme cette affaire de la fin de la vie de Flaubert va être extrêmement triste. Tout à fait, bah oui, parce qu'ils lui ont pas fait de cadeau, ils n'ont pas fait de cadeau, ils l'ont ruiné. Donc Flaubert était fragile nerveusement. Donc à partir de là, se retrouvant Grosjean comme devant, ruiné, etc., eh bien, je pense que sa mort a dû être aussi un peu accélérée par rapport à ses soucis. Oui, parce qu'il meurt jeune. Il meurt jeune, une hémorragie cérébrale, certainement une des conséquences. Il a quoi, 72, 13 ans, 14 ans? Et bah, il est mort en 1880, il est né en 1821. Donc ça fait 50 et des Ah, mais beaucoup plus jeune que ça, oui. Oui. Beaucoup plus jeune en plus. Donc, il faut dire aussi qu'il a quand même fait quelques excès. Oui. Il a beaucoup bu, tout à fait. Mais fumé beaucoup de choses. On peut, même si on peut... Pas que du tabac. Tout à fait. Il faisait partie du club des Hachichins avec Victor Hugo dans sa jeunesse. Mais oui, on peut dire que l'assassinat social, il n'y a aucun doute. La mort par maladie nerveuse issue de là, on peut dire qu'effectivement, il a peut-être un peu abusé, que c'était de mort naturelle. Mais il y a une certitude, c'est qu'on l'a assassiné socialement. Oui. Et qu'après, il y a forcément des conséquences sur le plan physique. Quand on a été victime d'un lynchage social comme il a été victime. Et alors, vous montrez la fraternité qu'il éprouve à l'égard de Baudelaire. Oui. Alors, de toute façon, Baudelaire et Flaubert font partie des recrues de Victor Hugo quant à sa démarche de révolutionner le monde des arts. Là, on est parce que là, il faut parler de Victor Hugo pour parler de la fraternité entre Baudelaire et Flaubert. Tout à fait. C'est Victor Hugo qui organise un peu ce club, cette mission qu'il va recevoir d'ailleurs des mains d'Élie d'Ocase et de Louis XVIII. Il va recevoir une rente, Victor Hugo, parce qu'il a des talents d'écriture qui sont reconnus. Et des talents messianiques.
Tout à fait. Et à partir de là, Lily Decazes et Louis XVIII, alors Lily Decazes était le ministre, un proche de Louis XVIII, hein, et le suprême grand commandeur du rite écossais à l'époque. Et Victor Hugo va être choisi et va obtenir une rente de 1000 francs annuels pour faire un peu ce qu'il va vouloir. Et donc, il va ensuite recruter. Et parmi ces recrues, eh bien, il y aura Baudelaire et Flaubert. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que on sent dans les imprécations de Flaubert l'esprit de Baudelaire. Dans ce fameux poème où il y a ce texte « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère », les 2 premières strophes sont terribles. Au lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Et c'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas sans horreur à travers des ténèbres qui puent. Oui, alors effectivement, là, dans ce texte, on voit très bien le lien qu'il peut y avoir avec une éventuelle franc-maçonnerie, où effectivement, cette idée que tout le monde est habité par le démon et que seul le soin peut nous en libérer. Bon, ça, c'est un peu ce que décrit Baudelaire dans ce texte, dans la mesure où il dit que de toute façon, tout est noir, puisque de toute façon, nous sommes tous en quelque sorte les enfants du démon. Hein. C'est un peu ce qu'il écrit dans son texte. La seule chose qui sauve Flaubert, c'est l'art. Le seul moyen de n'être pas malheureux, c'est de s'enfermer dans l'art et de compter pour rien le reste. C'est quand même inouï comme phrase. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est certain, c'est que c'était l'art pour l'art, hein, pour Flaubert, mais en même temps, eh bien, c'était pas l'art pour l'art pour les bourgeois rouennais. Hein, c'était plutôt le profit pour le profit. Et c'est pour cela qu'il y a eu, à mon avis, pas mal de chamailleries entre Flaubert et la bourgeoisie rouennaise. Et d'ailleurs, vous savez ce texte de Zola qui dit qu'il était détesté par un cinquième de la ville. Et il faut dire qu'il est d'une violence à leur égard. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce cinquième de la ville, eh bien, c'est fondamentalement cette franc-maçonnerie rouennaise. Oui. Voilà. Et qui était... parce qu'il avait vu clair. Il les connaissait tous. Ouais. Hein, puisque les Baudry, c'est la maison de Desvilles, c'est aussi les amis de la famille, les Delamarre et tout ça. Ils se connaissent tous, c'est un village, Rouen, hein, et donc tous les travers, tous les vices de tout un chacun, Flaubert les connaissait. En plus, à l'hôpital, c'est comme en confession, on connaît tout ce qui se passe dans l'intimité des gens. Et puis ces livres ont une conséquence effrayante. La fille de celle qu'on appelle Madame Bovary. Oui, Madame de Lamarre. Madame de Lamarre n'a jamais pu se marier. Ah oui, elle a subi. Il y a eu des conséquences, tout à fait. Toute sa vie affreuse. On pouvait, comme cette affaire a été médiatisée, il était devenu de notoriété publique. Que cette femme, la fille de Madame de Lamarre, eh bien, était la fille d'une suicidée et d'une femme adultère. Donc à partir de là, les deux étant à l'époque héréditairement pas bien du tout. Pas du tout. Et donc héréditairement, comment se marier avec une telle femme? Donc c'est pour ça qu'elle est restée célibataire toute sa vie. Voilà, cette malheureuse Madame de Lamarre. Une des conséquences dramatiques de Madame Bovary, donc c'est le célibat à vie de la fille de Madame de Lamarre, la famille de Rie. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir encore découvrir? Parce que votre archéologie descend très profond, là. Vous continuez, vous trouvez... Alors après, oui, il y a plein de choses à découvrir. Donc là, il y aura le tome 3 qui va s'intituler Gustave Flaubert et la religion des Égyptiens. Y a-t-il un lien entre l'œuvre de Flaubert et Mitra? Voilà, ça c'est la question que je pose dans ce livre. Ensuite, il y aura donc le Gustave Flaubert et la danse des morts, donc l'initiation de Flaubert jeune, associée à cette gravure que vous pouvez voir dans le tome 2, qui est Gustave Flaubert la sanction. Oui, et pouvez-vous nous l'expliciter, parce que les auditeurs ne l'ont pas sous les yeux. Cette gravure est une gravure de Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, qui est le professeur de dessin de Gustave Flaubert. Oui. Et quand on regarde cette gravure et qu'on trace un cercle autour de la gravure, on voit d'un côté Chronos avec le coq, donc là on est sur le rouge, la couleur rouge, l'aube, et à 90 degrés, eh bien on a la royauté. Avec cette couronne, et on voit que cette royauté regarde l'aube, le rouge, hein. Et symboliquement, au niveau des couleurs par rapport à Mitra, on est sur 90 degrés. 90 degrés, la couleur c'est blanc et or, et le coq, donc à partir de là au début de la gravure, le rouge, donc bleu, blanc, rouge, blanc et or, qui sont en quelque sorte des couleurs qu'on retrouve dans l'ordre du bain. Voilà, donc tout ça est à lire, hein, parce que c'est très compliqué à expliquer clairement. Donc si vous voulez trouver mon livre, eh bien, vous pouvez l'acheter sur, aujourd'hui, en ce moment, priceminister.fr. Voilà, Price Minister, voilà. Donc c'est Gustave Flaubert, la sanction. Voilà. Mais oui, alors là, je pense que c'est un sujet inépuisable, en fait, cette histoire de Flaubert et de la franc-maçonnerie. Hein, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir qui n'ont même pas été effleurées, que c'est énorme. Voilà. Alors, vous faites aussi il y a une illustration sur Saint-Augustin, de Saint-Augustin. Une belle image. Oui. Quels sont les... Alors, le lien avec Saint-Augustin, le problème est associé aussi au vitrail de Saint-Julien l'Hospitalier et sur la prédestination de la grâce. Il y avait à cette époque une question qui était posée, qui était de savoir si on naissait avec la grâce ou si on devait la conquérir durant notre vie. Et il y avait certaines versions, donc proches de celle de Saint-Augustin, qui définissaient le fait que, de toute façon, certains humains naissaient et allaient en enfer quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai mis cette image de Saint-Augustin dans le livre par rapport à cette problématique de la prédestination qui est mis en avant par le vitrail de Saint-Augustin. Donc là, il faut regarder le chapitre associé à ce vitrail. C'est un vitrail. Et puis bien sûr, vous montrez une belle image de la cathédrale de Rouen qui est si... Ah oui, c'est le centre de Rouen. C'est une ville alchimique, hein, la ville de Rouen. Hein, c'est fondamentalement associé à la médecine. Hein. D'ailleurs, il y a un livre de médecine bien connu des érudits qui s'appelle La théotechnie ergo-cosmique, réalisé par un médecin rouennais qui s'appelait Hannibal Barlet qui est en quelque sorte un livre de pharmacie qui était très lu au XVIIe ou XVIe siècle. Hein. Donc c'est une ville très 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 magique, on va dire, associée à la médecine et à l'alchimie. Cette Normandie était très très puissante. Tout à fait. Très riche cette gloire ancienne n'est pas du tout reconnue aujourd'hui. Alors, malheureusement, aujourd'hui, tout ça est un peu oublié et toutes ces vieilles pierres qui parlaient à une époque, d'abord il y a eu le bombardement de la ville, aujourd'hui elles parlent de moins en moins parce que les gens ne s'y intéressent plus. Vous avez entre autres ce superbe hôtel qui est l'hôtel de Bourtroud, place de la Pucelle à Rouen, qui a encore sa façade, qui est une façade alchimique, hein, mais à l'intérieur, tout a été
saccagé. Non, c'est un hôtel de luxe maintenant. Donc progressivement, le temps joue son œuvre. C'est tout à fait symptomatique de ce qu'on fait. On garde les façades. Oui. Donc apparemment, on fait semblant de garder, mais on tue ce qui est derrière. On détruit ce qui est derrière. On détruit l'édifice, oui. Alors, vous, Olivier René, vous donnez ce livre, vous vendez ce livre avec toujours un DVD. Tout à fait. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce DVD ? Alors, le DVD qui est à l'intérieur du livre parle du rite écossais philosophique, rite que Flaubert présente dans 2 photos où il a effectivement une posture associée à ce rite. Et c'est ce qui me fait penser qu'il pratiquait ce rite, donc le rite écossais philosophique. Voilà, donc c'est une démonstration de cette théorie donc, qui se retrouve dans le DVD. Alors comment expliquez-vous, parce que bon, j'ai relu la biographie de Flaubert, de Maurice Bardèche, à aucun moment le mot franc-maçonnerie, enfin, je ne dirais pas de façon complètement définitive, parce que je n'ai pas relu chaque ligne, mais c'est vrai que le sujet n'est pas abordé. Alors, comment expliquez-vous ? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, on parlait moins de la franc-maçonnerie et qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie s'exprime de façon beaucoup plus ouverte ? Mais quand on regarde l'influence et l'importance qu'a eu la franc-maçonnerie à travers des manipulations et des trucages, et donc en quelque sorte de l'enfermement, de l'aliénation du peuple, oui. Tout cela a été gardé secret, et les grands francs-maçons, entre autres Victor Hugo ou les grands auteurs comme Gustave Flaubert, ont été en quelque sorte gommés. Il fallait surtout pas en parler parce que il y a une possibilité. Rien ne devait être explicité. Donc oui, parce que sinon les gens vont savoir. Il faut savoir. Oui. Mais là, il semble qu'il soit sorti de cette position de secret. Je suis le seul à en parler et aujourd'hui, on empêche mon travail d'exister à Rouen. Heureusement, Radio Liberté vous êtes là. Merci. est là. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Olivier René. Donc, Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. 2e tome, Gustave Flaubert, La Sanction. Sur Olivier René, ouais. sur Price Minister. Et à la librairie Duquesne aussi. Et à la librairie Duquesne. Merci beaucoup. Merci, madame. Olivier René. Au revoir, chers auditeurs.